Bonjour Alexander Makogonov. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Avec Xavier de Giacomini, on va évidemment... Bonjour à vous Xavier, expert international. Des questions internationales, on va vous poser les toutes dernières questions d'actualité. Vous allez bien? Ça va. Le CIO a tranché, Alexander Makogonov. Les sportifs russes sont interdits de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène à Paris le 26 juillet prochain. Conséquence de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, est-ce que vous comprenez cette décision? On ne comprend plus rien dans ce monde parce que, vous savez, le comité olympique international qui, à l'égard de la Russie, prend des décisions vraiment grotesques qui contredisent complètement les principes olympiques, qui discréditent le mouvement olympique et notamment le comité olympique international. Les conditions qui sont à tel point discriminatoires c'est absolument incompréhensible, inacceptable. Discriminatoire, vexatoire. Vous vous sentez non, mais sanctionné? On ne sent plus rien parce que c'est le comité olympique international qui doit plutôt se préoccuper de sa propre réputation. Parce que les principes olympiques sont piétinés, bafoués, absolument balayés. Et ça, c'est pas très bien pour l'image, justement, du mouvement olympique international et pour le CIO. Vladimir Poutine, votre président, a toujours politisé le sport, considérant que c'est un soft power puissant, c'est une arme politique. Le CIO, vous dites, sort de son rôle? Oui, mais comme nous le voyons aujourd'hui, le CIO s'est transformé en une organisation absolument politique et politisée, qui politise le sport, qui politise les principes de l'olympisme. Et la dernière confirmation, c'est ça, les athlètes russes, déjà discriminés sur tous les sujets, et en plus, ils n'auront même pas la possibilité de défiler, de participer à cette cérémonie. Bon, rien à dire. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est la conséquence directe de l'invasion par la Russie de l'Ukraine le 22 février, le 24 février 2022? Le sport et l'olympisme, en fait, ils sont censés justement rassembler, à réunir, à pacifier, à être un symbole de la paix et de l'unité, et pas le symbole de la division, des divergences. Avec de telles décisions, le comité olympique international ne fait qu'approfondir les fractures dans le monde, et notamment avec la Russie, qui est une puissance sportive. Vous savez que sans la participation... La Russie n'a pas fracturé le monde en envahissant l'Ukraine le 24 février. Écoutez, mais le comité olympique international ne fait que suivre les consignes et la tendance que la plupart des organisations internationales guidées par les Occidentaux donc c'est un ennemi eux-mêmes. C'est un ennemi de la Russie, là? Non, c'est pas l'ennemi de la Russie, c'est tout simplement un grand ami d'une autre vérité. Hein. Ouais. La pacification, l'amitié entre les peuples, c'est pas vraiment ce que l'armée russe a amené dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine en envahissant un pays souverain le 24 avril 2022. Est-ce que ça ne montre pas justement cette décision que la Russie s'est mise elle-même au banc des nations? Que maintenant vous êtes à l'écart. Vous savez, dans ce monde, vous savez qu'aujourd'hui, au moment d'aujourd'hui, il y a plus de 180 conflits dans le monde entier, selon l'ONU. Et quoi? Vous voulez dire que tous les pays sont sanctionnés pour ces conflits-là? Pourquoi alors, selon cette logique, les États-Unis et les pays de l'OTAN n'ont pas été sanctionnés par le Comité olympique international? D'autres l'ont été dans le passé. Ces aventures militaires de ces 20 dernières années, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, etc. Pourquoi c'est la Russie alors? Mais parce que c'est biaisé, c'est engagé, ça sert aux intérêts politiques. Et là, c'est évident. Ça, c'est très discriminatoire. Et ça, je vous dis, ça discrédite le Comité olympique international et l'olympisme en général. On avance. Encore deux questions sur ce sujet. D'abord, est-ce que vous êtes prêt à un cessez-le-feu pendant les Jeux ou est-ce que c'est niet après cette décision du CIO? Est-ce que vous êtes prêt à respecter une trêve militaire sur le terrain en Ukraine pendant les Jeux Olympiques? La formule est très simple, en fait. Si ce cessez-le-feu proposé par qui que ce soit va servir à quelque chose de plus sérieux, ça veut dire déboucher à des négociations de paix et après servir aux négociations et à une paix durable qui va s'installer, bien sûr, compte tenu des intérêts légitimes de la Russie, ça c'est une chose. Mais si le cessez-le-feu va servir tout simplement à fournir encore plus d'armes à l'Ukraine, si pendant ce cessez-le-feu, l'Ukraine va se réorganiser, réarmer et puis... Mais parce que vous, pendant la trêve, la Russie ne va pas se réorganiser, se réarmer pendant une trêve? Non, mais nous savons très bien que la trêve, c'est la cessation des combats et chacun reprend son souffle. C'est dans la charte olympique. Exactement. C'est dans le sens de ce que vous dites. Où sont les garanties que les pays occidentaux cesseront pour la période de cette trêve de fournir les armes et peut-être les troupes en Ukraine? Où sont ces garanties-là? Est-ce que vous considérez que vous n'aurez jamais ces garanties?
Non, mais donnez-nous les garanties d'abord pour cette trêve, si vous parlez de la trêve. Et après, Et on c'est verra. quoi une garantie, dites-nous? Ce que c'est qu'une garantie qui permettrait effectivement pour la Russie de considérer que les conditions sont réunies? Aujourd'hui, il n'y a aucune confiance en Occident. Quoi qu'ils disent, ils violent tous les accords. Donc là, on ne sait même pas quelles garanties ils peuvent nous donner. Et ça veut dire que vous pourriez aller jusqu'à boycotter les Jeux Olympiques de Paris? En fait, autant que je sache, le comité olympique russe n'appelle pas et ne veut pas boycotter les Jeux Olympiques à Paris. Pourtant, les athlètes russes, s'ils participent aux Jeux Olympiques, ils vont y participer avec un statut neutre. Donc là, le comité olympique ne sera pas responsable pour ces athlètes. C'est-à-dire les athlètes pourraient se retirer par fidélité? Ce sera à titre individuel. Donc là, franchement, ça déjà... On pourrait les forcer à se retirer? Là, j'en sais rien. Je vous dis, ils vont participer aux Jeux Olympiques à titre individuel. Il y en aura très peu. Il y en aura très peu en plus. Alors, ouais. Alexander Makogonov, pourquoi faites-vous de la désinformation en affirmant que Paris prévoit d'envoyer des troupes françaises en Ukraine? L'affirmation ne sort pas de n'importe quelle bouche, j'allais dire. C'est le chef du renseignement Narishkin qui l'a dit hier. Pourquoi faites-vous cette désinformation-là? Écoutez, tout d'abord, les déclarations concernant l'envoi éventuel des troupes en Ukraine ne sont pas tombées du ciel. Alors là, ces déclarations, on les entend de Paris presque chaque jour, qui se confirment, qui se réconfirment, qui se précisent et se réprécisent. Donc là, ces informations qui proviennent des services de renseignement russes, ça converge avec les déclarations. Vous dites qu'Emmanuel Macron a dit exactement la même chose? Non, il n'a pas exactement la même chose, mais il n'a jamais dit ça. On parle à Paris de l'envoi éventuel des troupes. Et là, maintenant, ces informations-là qui proviennent des services de renseignement russes, c'est pas quelque chose qui pourrait être inventé. S'ils donnent ces informations-là, ça veut dire qu'ils ont des sources et qu'ils se basent sur quelque chose. On rappelle que le ministère français des Armées a immédiatement démenti de façon absolument formelle. Vous ne dites pas que c'est, comme le dit Emmanuel Macron, au cas où, il ne faut rien exclure s'il y a un consensus. Ce que dit votre chef du renseignement, c'est qu'elle se prépare, la France, et c'est précis, à envoyer un contingent de 2000 soldats en Ukraine. Vous avez des preuves? Écoutez, si quelqu'un les veut, peut-être on va les montrer. Mais pour le moment, nous avons ces informations-là. Quelles sont ces preuves? Mais la meilleure preuve de la présence française militaire, je veux dire, en Ukraine, c'est déjà le nombre de mercenaires français tués en Ukraine. Parce que la France a envoyé à l'Ukraine depuis... Démenti formel bien sûr, également. Mais bon, combien ont été tués? 146 mercenaires ont déjà été tués et 357 ont déjà été envoyés depuis le début de l'opération militaire spéciale. Donc là, ça fait beaucoup. Français que vous cachez. D'où viennent ces chiffres? D'où viennent ces chiffres? Ces chiffres viennent de notre ministère de la Défense. Dans notre ministère de la Défense. Et ça, c'est les chiffres qu'on donne aujourd'hui. Vous pouvez nous les répéter? 356 357 mercenaires français envoyés dans la zone des combats en Ukraine depuis le début de l'opération. Envoyés par qui? On sait qu'il y a des volontaires. On n'en sait rien, parce que ces mercenaires-là, ça peut être les aventuriers. Volontaires et mercenaires, c'est pas pareil. Ça peut être les aventuriers, les volontaires, les anciens militaires, les militaires qui peuvent prendre des congés, par exemple, et se transformer en mercenaires et puis voilà, revenir dans la mer. On n'en sait rien, mais c'est les citoyens français que la France a oubliés, dont la France préfère ne pas parler. Mais pas envoyés par l'armée française. Pas par l'armée française, mais je vous dis, c'est les Français. Par ailleurs, la France n'a jamais confirmé la mort bien sûr, parce que ça va produire un grand scandale, bien sûr, c'est normal. Ouais. Là, on le comprend. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Quel est l'objectif de diffuser ces fausses informations? Quel est l'objectif de la France d'envoyer les mercenaires justement de créer de l'émotion artificielle? Non, on ne crée rien. On donne les informations telles qu'elles sont. Parce que là, il y a toute une liste de mercenaires étrangers. Il y en avait à peu près 13 000 au total. Où est-ce qu'on peut trouver cette liste, monsieur Makogonov? Je vais vous l'envoyer personnellement. On va le publier, si vous voulez, sur les... Vous avez les noms? Oui. Vous avez les noms? Non, pas les noms. Non, les noms circulent dans les réseaux sociaux, vous pouvez les trouver. Mais les réseaux sociaux, c'est pas une source d'information. Bien sûr, mais bon, oubliez. Si votre source, ce sont les réseaux sociaux, on comprend mieux votre discours. Mais est-ce qu'on peut très sérieusement, vous dites, on va vous envoyer, vous allez m'envoyer la liste? C'est le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Ça, c'est une source très fiable, parce que là, ils sont sur place, nos militaires, quand même. Et lorsqu'ils voient les cadavres des soldats, quand même, ils peuvent distinguer. Parce que là, ça se voit. Il y a des documents, il y a des pièces d'identité, il y a d'autres choses qui permettent d'identifier d'où proviennent les mercenaires. Et donc, vous allez nous donner ces la seule chose que je peux vous dire, la France fait top 5 des pays qui envoient le plus de mercenaires en Ukraine. Donc vous maintenez? Vous maintenez cette information? Non, mais je vous la donne. Je vous la donne gratuit. Et évidemment, on vérifiera un message à propos de fake news. Un message relayé par des réseaux russes
selon lequel le roi Charles est mort. C'est une information qui a été donnée. Le service de vérification de TF1 LCI a identifié l'origine de cette information, née, nous disent nos services, dès lundi matin dans des canaux pro-russes. Pro-russes. Donc vous avez fait diffuser, la Russie, l'information selon laquelle le roi Charles est mort en reprenant le logo de Buckingham Palace. C'est pas mal fait, mais je crois que ça peut être très vite quand même ça n'a pas trompé grand monde. Ça, voilà, détrompé, exactement. Ça a été démenti tout de suite. Là encore, je vous pose une question. Pourquoi faire ça ? Là, je ne peux pas commenter les activités de nos médias. Puis, vous savez très bien que c'était démenti par les mêmes médias. Je ne sais pas sur quoi ils se basaient, peut-être sur des rumeurs, peut-être sur quelques fuites, mais bon, fallacieuses apparemment, là, ça me dépasse. Donc, vous plaidez l'erreur, là. Je vous dis, moi, j'ose donner les informations officielles du ministère de la Défense, mais là, répondre pour les médias, ça me dépasse. Fausse information, donc diffusée par Moscou, s'agissant des soldats français en Ukraine. Est-ce qu'elles sont liées, regardez, est-ce qu'elles sont liées aux récentes déclarations du président français, par exemple dans le Parisien, dimanche? Peut-être qu'à un moment donné, je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. Est-ce que votre offensive en termes de fake news est liée à, par exemple, la déclaration d'Emmanuel Macron? Vous savez, est-ce que c'est une réponse? Ce qui étonne et frappe à la fois, c'est la légèreté avec laquelle ces déclarations sont faites. On a l'impression que la France pense à envoyer ses troupes à la chasse, pour chasser du russe, pour faire peur aux Russes. Mais vous savez, comme disait défendre un pays agressé, c'est différent. Disait Général de Gaulle, c'est une possibilité. Quelle est la différence entre la guerre et la chasse? À la guerre, le lapin tire. En l'occurrence, vous n'avez pas un lapin devant vous. Vous aurez face à vous un ours, un immense ours russe, qui sait tirer, qui sait se défendre et qui sait attaquer lorsqu'il le faut. Alors pourquoi il faut le tester? Pourquoi ne pas penser aux conséquences? Il s'agit quand même d'une préambule à une guerre. Pour défendre une frontière que vous avez unilatéralement. Quels intérêts de la France? Quels sont les intérêts de la France en Ukraine? La menace existentielle, c'est pour nous, parce que c'est face à nos frontières, c'est nos gens qui meurent chaque jour, c'est la menace qui provient au quotidien d'un pays qui s'est transformé par les soins des Occidentaux en anti-Russie. Pour nous, c'est existentiel. Pardon, monsieur Makogonov. Pour vous, ça n'a rien à voir. La Russie a envahi l'Ukraine. C'est factuel, ça. Là, on ne peut pas le démentir. Vous savez, quand vous dites envahi, ça veut dire quoi? Vous pouvez aller ça veut dire envahir. Non, vous pouvez. Groupe d'occupation sur un territoire. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'avion ou le train, aller à Kiev, aller à Odessa, aller où vous voulez. Il n'y a pas de Russes là-bas. La Russie est là. La Russie est sur cette terre ancestrale qui font désormais partie de la Russie, suite au référendum, et la Russie les protège, la Russie les défend. Tout le reste de l'Ukraine, vous pouvez y aller librement, c'est pas envahi, vous allez voir. La Russie est une force d'occupation en territoire étranger, en Ukraine en l'occurrence. La Russie aujourd'hui, pas du tout ce que vous nous présentez. Là, vous faites comme Poutine, vous réécrivez totalement l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. La Russie désormais sur ces territoires. Mariupol est une ville ukrainienne, par exemple. Je vous dis. Donetsk aussi, d'ailleurs. Oui, Donetsk, c'est une ville russe, comme Zaporozhye, comme d'autres villes où se trouvent aujourd'hui les Russes. Donc les soldats russes qui protègent leur territoire, comme la Crimée et comme d'autres régions, nouvelles régions. C'est-à-dire que Zaporozhye, par exemple, va être occupé par les Russes? Là, tout dépend de la situation, de l'évolution de la situation. Si vous en avez la possibilité, les ressources sur le terrain. Mais je vous dis, plus le conflit continue, plus difficile sera de s'entendre au final. Et donc, plus loin, vous pourriez aller en territoire ukrainien? La formule est très simple. Plus longue sera la portée des missiles qui vont frapper le territoire russe, plus loin nous serons obligés d'écarter cette ligne d'où s'effectuent les tirs. Donc, au-delà des territoires que vous occupez déjà, si l'Ukraine se défend en lançant des missiles en Russie, je vous dis, dans la profondeur... Exactement, tout dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Si vous voulez sauver au moins ce qui reste de l'Ukraine, si vous voulez aider les Ukrainiens, si vous voulez sauver des milliers de vies des Ukrainiens, il faut arrêter de fournir les armes quand même et appeler à la paix. Mais vous ne pensez qu'à la guerre, et c'est ça le problème. Les territoires occupés, vous les voyez, y compris la Crimée d'ailleurs. Odessa, à l'ouest, vous diriez quoi? Que c'est à portée des Russes?
Odessa. Le président Poutine a dit qu'Odessa était une ville russe, comme vous venez de nous le dire pour Donetsk, Mariupol. Je peux décrypter ce message. Je dis ça, c'est une ville russe parce qu'il a été fondé par les Russes, il a été construit par les Russes, il a été défendu par les Russes, il a été reconstruit par les Russes. Et donc, la majorité des habitants, c'était traditionnellement des Russes. Et donc, est-ce qu'Odessa doit revenir à la Russie? C'est une ville russe. Pour le moment, je ne peux rien vous dire. Tout dépendra de la situation. Mais ça n'est pas exclu. Est-ce que c'est un objectif? Ça n'est pas exclu. Vous savez, vous n'excluez rien. Nous, de notre côté, on n'exclut rien. Vous n'excluez pas donc de prendre Odessa, je vous dis. Ni Kiev. Mais plus loin ça continue, plus difficile sera pour nous tous de s'entendre. Précisément. Vladimir Poutine, dimanche soir après sa réélection, on a un petit peu de mal, on va en parler évidemment. J'aimerais, dit-il, que la France ne joue pas ce rôle qui ne fait qu'aggraver le conflit, mais qu'elle fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. La France pourrait jouer ce rôle, mais tout n'est pas encore perdu. Alexandre Makhonov, quelle forme pourrait prendre la solution pacifique que la France peut proposer selon Vladimir Poutine? Mais, vous savez, en France... pourrait et peut toujours jouer tout son rôle en tant qu'une puissance d'équilibre, dont elle est fière, parce que là, elle met en valeur toujours ce rôle-là. Donc là, maintenant, peut-être, il est le temps de vraiment de montrer qu'elle peut le faire. En ce qui concerne... Ça veut dire quoi, montrer qu'elle peut faire? Qu'est-ce que Vladimir Poutine attend de la France dans le cadre d'une issue pacifique? Que ce soit la France ou un autre pays, peu importe. Oui, c'est ce qu'il a parlé de la France. Oui, exactement. J'aimerais que la France joue ce rôle pour trouver des solutions pacifiques. La Russie, quelle forme cette solution pacifique? La Russie n'a jamais renoncé aux négociations et au dialogue, mais il faut que nos intérêts légitimes sur le plan sécuritaire soient pris en compte. Il faut que ces nouvelles réalités géopolitiques sur le terrain soient prises en compte, puis on pourra négocier. Alors justement, ça veut dire quoi, négociation? Sur quelle base? Sur quelle base? Je veux dire, d'abord le cessez-le-feu. Il faut d'abord que l'Ukraine rende les armes. Il faut que l'Occident. Vous gardez les territoires. Il faut que l'Occident arrête de fournir les armes. Et puis après, ça commence. La Russie a certaines conditions qu'il faut respecter, y compris la reconnaissance, je répète, de nouvelles réalités géopolitiques. La victime arrête de se défendre et l'ours russe croque tout ce qui reste. Écoutez, si vous voulez au moins sauver de ce qui reste de l'Ukraine, si vous voulez préserver les vies des Ukrainiens, c'est dans vos intérêts. C'est plus de la menace que de la négociation. En tant que les amis de l'Ukraine. Ouais. Il y a une menace un peu dans la façon dont vous formulez. Non, c'est pas une menace. Tout est clair. Il n'y a pas de menace, mais tout est clair. La Russie a lancé cette opération militaire spéciale avec un certain nombre d'objectifs. On n'a jamais très bien compris lesquels ils étaient. Écoutez, mais là, je ne cesse de les répéter. Odessa, Zaporijjia, maintenant on sait. Non. Je vous dis, les conquêtes territoriales ne constituent pas nos objectifs, mais quand même, il y a des objectifs à caractère vital pour nous. Là, on le répète à tous les niveaux et vous êtes parfaitement au courant. Mais là, il faudra quand même reconnaître que ces nouvelles régions sont désormais la Russie. Ça, c'est la condition primordiale. Est-ce que vous êtes d'accord? Là aussi, c'est du factuel. Donc, essayons de nous entendre sur la réalité. La Russie est une puissance moyenne en termes de croissance, en termes de PIB, a dit Emmanuel Macron ce week-end. Ça vous paraît la bonne caractérisation, la bonne qualification de ce qu'est la Russie aujourd'hui en termes économiques, une puissance moyenne? Vous savez, on dit beaucoup de choses sur la Russie, mais notamment sur la Russie isolée, sur la Russie acculée, mais vous voyez que c'est pas vrai, c'est impossible. Non, mais en termes économiques, la Russie est une puissance moyenne. En termes économiques, les taux de développement économique que la Russie montre aujourd'hui, bien sûr, rend jaloux, et c'est pour ça que ça provoque une telle réaction. Okay. Quand on a la croissance économique qui dépasse 3,5%, bien sûr, ça rend jaloux. Donc là, on peut comprendre. Dans ce contexte, dans ce contexte, Vladimir Poutine, réélu, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à le dire, à 87%, plus de 87%, est-ce que c'est crédible que plus de 87% des électeurs russes se soient portés sur Vladimir Poutine? Vous savez, c'est absolument crédible et rien n'est étonnant parce que, comme vous le savez, vous l'avez cité vous-même dans votre antenne, le taux de soutien du président Poutine ces 2 dernières années oscillait autour de 80%, le taux de soutien de la population. Et la pression sous laquelle vivait la Russie ces 2 dernières années, y compris les dernières déclarations belliqueuses, n'ont fait que rajouter le score au président Poutine. D'accord, donc vous dites élection transparente, démocratique. Absolument. Quelle est la plus grande démocratie, la France ou la Russie? Il n'y a pas de plus grande démocratie parce qu'il n'y a pas est-ce que la Russie est une démocratie aussi grande que la France? La Russie, c'est un pays qui a sa propre démocratie souveraine. La France, c'est un pays qui a sa propre démocratie, comme les États-Unis, comme d'autres pays, etc. Donc, la Russie a sa définition de la démocratie. Il n'y a pas d'idéal de la démocratie. Vous ne trouverez en aucun
aucune œuvre philosophique, un modèle idéal de la démocratie. Chaque pays développe sa propre démocratie. Pardon, il y a des règles. En fonction. Il y a des indicateurs, il y a des indicateurs de démocratie, la liberté de la presse, le respect du droit. Exactement. Oui. Nous avons tout ça. Et le fait que la liberté de se présenter pour les candidats, par exemple. Là, il n'y en a pas eu. Il y a 3 candidats désignés par le Kremlin. Il y avait 4 candidats, c'était compétitif, c'était démocratique. Ils font campagne pour Vladimir Poutine. Non, chacun avait son programme, chacun faisait son... Faire réélire Vladimir Poutine. C'était le programme des 3 candidats en lice. Le problème, le fait que Vladimir Poutine a été réélu avec un tel score, c'est pas son problème à lui, c'est le problème des autres candidats qui n'étaient pas peut-être à la hauteur des enjeux, des attentes de la population. En tout cas, ce sont des opposants qui ont, juste après l'élection, après avoir été invités d'ailleurs par Vladimir Poutine, ont dit à quel point Vladimir Poutine était un président formidable. Donc, si vous voulez, c'est une opposition qui ne s'oppose pas. C'est ça, la démocratie, pour vous? Mais si pour vous, l'opposition, c'est quelque chose qui doit travailler pour les intérêts d'autres puissances, peut-être payés par d'autres puissances, et avoir un seul objectif, déstabiliser la situation dans le pays, on n'a pas besoin d'une telle opposition. Notre opposition est représentée par différents partis politiques présents dans notre Parlement, et donc là, la question principale, c'est l'unité nationale, c'est comment dirais-je, c'est le travail commun pour le bien du pays, et pas faire chavirer le bateau, si vous voulez. On a été frappé du fait que Navalny, son nom a été prononcé pour la première fois par Vladimir Poutine. Navalny mort dans sa prison, après avoir été condamné par la justice russe. Mort, et une fois que Navalny est mort et que le président Poutine a pu se faire réélire, voilà, il était temps de prononcer le nom de l'ex-opposant numéro 1 mort dans sa prison. Je ne peux pas vous répondre pour le président Poutine, pourquoi elle a mentionné son nom, pourquoi elle ne l'a pas mentionné avant. En tout cas, pourquoi on en parle, je ne sais pas, c'est une page déjà tournée, la personne est morte, c'est une triste histoire, et spéculer sur cette histoire, mais c'est vraiment, c'est pas trop bien. Ça aurait été mieux que Navalny puisse se présenter, justement. Vous l'auriez souhaité que Navalny puisse se présenter à l'élection présidentielle? Non, c'était un prisonnier du droit commun, il ne pourrait pas se présenter. Non, politique. Non, mais là, il a été emprisonné pour ses idées, ça s'appelle un prisonnier politique. Non. Il a été emprisonné pour avoir violé plusieurs articles du code pénal de la Fédération de Russie. On va écouter comment sa veuve parle du régime en place au Kremlin, Yulia Navalnya. Cessez de demander un message de ma part ou de la part de quelqu'un pour M. Poutine. Il ne peut y avoir aucune négociation ni rien d'autre avec M. Poutine parce que c'est un tueur, un gangster. C'est la personne qui a entraîné mon pays dans la guerre et dans tout ce qui s'ensuit. Cessez de poser des questions sur les messages à adresser à M. Poutine. Merci. Elle l'accuse donc le Kremlin d'être à l'origine de la mort de son mari, de l'avoir assassiné. Elle traite le pouvoir russe aujourd'hui de gangster. Elle est en exil, c'est la personne qui représente aujourd'hui l'opposition. Elle ne représente rien aujourd'hui, elle ne représente qu'elle-même. Tant que ça se paye, elle va bien sûr diaboliser la Russie, le président et peut-être le peuple russe. Vous savez, c'est... On ne peut pas s'opposer au régime en place, en fait, en Russie. On ne peut pas prendre au sérieux toutes ces paroles-là parce que la personne est déjà complètement déconnectée de la Russie. Elle vit à l'étranger depuis quelques années. Donc là, toutes ces salves de critiques... Alexei Navalny, lui, est rentré, il en est mort. Écoutez, non, il est rentré. Il a eu ce courage-là. Non, il est rentré. Il savait très bien qu'il avait des problèmes avec la justice. Donc là, il voulait provoquer exprès. Mais bon, voilà, la justice, ça fonctionne, vous voyez. Donc là, il était mis en prison. Et là... Jusqu'à la mort en prison. Non, mais les gens, ils meurent en prison. Politique. Les gens, ils meurent dans la vie normale. Donc là, c'est la vie. Dernière question, jusqu'où ira Vladimir Poutine? Je vous repose la question. Dans sa guerre contre l'Ukraine. Tout d'abord, on ne fait pas la guerre ni contre l'Ukraine, ni contre les Ukrainiens. On fait la guerre contre les forces qui veulent infliger la défaite stratégique à la Russie. Ces forces-là ont transformé l'Ukraine ces dernières années en anti-Russie, en tête de pont contre la Russie. Jusqu'où? Jusqu'à quand? On se bat contre cet obscurantisme, si vous voulez. Jusqu'à quand? Jusqu'où les objectifs fixés dans le cadre de l'opération militaire spéciale ne soient atteints. C'est très simple. Ces objectifs sont très clairs. L'Ukraine doit être démilitarisée, dénazifiée. Les droits des communautés, et notamment de la communauté russophone en Ukraine, doivent être respectés.
et les nouvelles réalités géopolitiques doivent être reconnues. Donc changement de régime. Changement de régime, c'est pas notre méthode, c'est aux Ukrainiens de décider s'ils veulent changer leur régime ou s'ils veulent pas le changer, s'ils veulent vivre avec ce régime corrompu. Une Ukraine avec Zelensky? C'est à eux de voir. Est-ce que votre condition, c'est que Zelensky ne soit plus président de l'Ukraine? Vous savez, quand vous dites dénazifier, laissons ça aux Ukrainiens. Pour nous, nos conditions sont claires et nettes. Donc là, c'est aux Ukrainiens de voir s'ils veulent garder ce régime avec ce président à la tête de ce régime. D'accord. Vous croyez toujours à tout ce que vous dites, Alexander Makogonov, ou je sais pas? La question de savoir si vous croyez à tout ce que vous dites. C'est toute la question, comme vous dites, c'est elle en tout cas que vous la formulez. Merci beaucoup, Alexander Makogonov. C'est toujours, d'une certaine façon, intéressant de vous entendre pour comprendre le récit russe dans ce contexte de conflit international. Merci infiniment. Dans un